Donc, bonjour à tous et bienvenue pour notre 4e jour sur JavaScript. Aujourd'hui, on va voir comment manipuler le DOM. Alors pour commencer, le DOM, qu'est-ce que c'est? Le DOM, ça veut dire Document Object Model. En fait, le DOM, c'est la représentation sous forme d'objet d'un document. Alors pas n'importe quel document non plus, c'est basé sur le XML. Et heureusement, le HTML est un langage qui est dérivé du XML. Donc en fait, avec le DOM, on va être capable de construire un DOM à partir d'un document HTML. Comment ça va être représenté? C'est un peu comme les objets anonymes que je vous ai montrés en début de semaine. Le DOM va être une sorte d'objet dans lequel on va retrouver des enfants qui sont les objets enfants et qui représentent en fait toute l'architecture HTML de notre page. L'élément de base du DOM, quand on construit le DOM, enfin quand le DOM est construit par le navigateur à partir d'une page HTML, c'est le document. Donc en fait, quasiment tout ce qu'on va faire va partir du document. Alors avec le document, on est capable de faire beaucoup de choses. La première chose à faire, et ce qu'on va faire le plus souvent, c'est essayer de récupérer un élément qui est dans notre page. Alors dans mon index HTML, je vais rajouter un body et un div id égale test. Et l'idée, c'est de réussir à récupérer cet élément. Alors pour le récupérer, on a une première fonction qui s'appelle le getElementById. Comme son nom l'indique, ça va récupérer un élément par rapport à son ID. Donc là, l'ID que j'ai précisé, c'était test. Hop. Si je mets ça dans une variable, je fais un console.log de mon élément. On va tester ça. Hop. Et dans ma console, j'ai nul. Parce que j'ai dû faire une erreur. Alors je vais aller voir les sources, on va voir pourquoi il me fait cette erreur dès le début. Hop. Oui, je sais. Alors c'est une erreur bête que tout le monde fait un jour ou l'autre, moi y compris, même avec de l'expérience. En fait, il faut garder à l'esprit, j'en avais parlé, le JavaScript c'est quelque chose d'asynchrone. Et là en fait, quand on va charger notre script dans le head, en fait, il va être chargé et il va commencer à s'exécuter avant même que le document ne soit chargé. Donc là, dans ce cas-là, l'élément ID test n'existe pas. Par contre, si je positionne mon script à la fin du body, là, le script va être chargé en fait après que tout le contenu du body soit chargé. Et dans ce cas-là, donc mon élément test va exister. Donc si je reprends ça cette fois-ci, je recharge. Et là, on voit bien, donc dans ma console, il a bien récupéré le div ID test qu'il a réussi à m'afficher. Donc ça, c'est la première chose, c'est pouvoir récupérer un élément par son ID. Alors on peut aussi récupérer un élément par sa classe. Si par exemple je change l'ID en classe, hop. Et il faut faire donc cette fois-ci non pas un getElementID, mais getElementsByClassName. On peut aussi utiliser le defer, par contre je ne le recommande pas, c'est une ancienne méthode que je préfère pas utiliser. Donc getElementByClassName. La différence, on a un petit S ici. Le getElementById c'est element sans S. Pourquoi? Parce que dans une page web, un ID est censé être unique. Donc on ne devrait avoir qu'une seule balise qui possède un ID en particulier. Par contre, une classe, elle peut être utilisée sur plusieurs éléments. Donc le getElementById nous retourne un élément, tandis que le getElementsByClassName va nous retourner une liste d'éléments. C'est ce qu'on va voir tout de suite quand on rafraîchit la page. Là, cette fois-ci, je vois bien, je n'ai plus l'élément direct qui est affiché, mais une HTML collection. C'est en quelque sorte un tableau d'éléments HTML. Et à l'intérieur, j'ai mon premier élément, donc le div test, qui est l'élément qui se trouve ici. Donc on ne le voit pas parce qu'il est vide, mais voilà. Donc ça, c'est le premier point. On a d'autres méthodes qui existent, je vous les fais pas toutes parce qu'il en existe quelques-unes et le concept reste à peu près le même. On a un getElementsByTagName par exemple qui récupère l'élément par le nom de tag, donc le tag c'est le nom de la balise, donc on pourrait faire getElementByTagsName div et on récupérera toutes les divs. Il y a deux autres méthodes qui existent qui sont un peu différentes, qui sont les query selector. Query selector, en fait, ça va essayer de récupérer des éléments, mais non pas par un nom ou quelque chose comme ça, mais par comment on appelle je retrouve plus le mot, c'est une condition CSS, un sélecteur CSS, voilà, c'est le mot.
Donc en fait, dans le query selector, on peut utiliser un sélecteur CSS. Donc par exemple pour la classe, on est avec le point et donc point test. Là, si je recharge ma page, on a à nouveau donc la div class test qui est affichée. Pourquoi elle est toute seule ici? Parce qu'il y a deux méthodes, comme je vous l'ai dit. Le query selector qui va récupérer un élément. S'il y en a plusieurs qui correspondent, il va retourner le premier élément trouvé qui correspond. Et il y a aussi le query selector all qui lui va essayer de récupérer tous les éléments qui correspondent. Donc j'avais un autre exemple avant. Je vais reprendre. Donc je disais, on peut faire un sélecteur CSS. Donc par exemple, si je fais un span, je vais faire un div id égale test et un span classe égale content. Voilà. Donc là, si je veux réussir à sélectionner mon span, je peux faire div test et préciser en enfant point content. Et là, de la même façon, donc quand je rafraîchis, il va bien réussir à me sélectionner la span class content. Et donc le query selector all, ça va être par exemple, on peut l'utiliser si on fait un ul id test, et dedans on met plusieurs li. Hop. Un petit texte. 1, 2, 3. Hop, donc là, le sélecteur, c'est des dièse test toujours, par contre, on sélectionne les enfants li. Et là, donc, quand je rafraîchis, j'ai bien une liste avec un seul marqueur. J'ai dû oublier le all. Oui, donc, voilà. Pour vous montrer, donc, quand on utilise le query selector tout court, s'il y a plusieurs éléments, il va nous retourner le premier qui correspond. Donc là, on a bien le 1. Par contre, si on met le all, en rechargeant, on a un node list. Et donc là, on a bien les trois éléments les uns après les autres. Donc voilà, donc ça, c'est toute la base pour réussir à sélectionner des éléments dans le DOM qu'on voudrait pouvoir manipuler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les manipuler. Donc je vais reprendre un exemple plus simple avec un div id égale test. Alors la première chose qu'on peut manipuler, ce sont les attributs. Pour rappel, les attributs, c'est ce qu'on trouve ici dans une balise. Par exemple, on peut avoir un id, on peut avoir une classe, on peut avoir d'autres choses. Et tout ce qui est précisé ici avec un nom égale quelque chose, c'est un attribut de balise. Et donc pour modifier un attribut, on a deux solutions possibles. Alors je vais refaire un get element by id. Hop, test. La première solution, c'est avec le set attribute. Set attribute, donc il permet de modifier un attribut en particulier. Donc là par exemple, je vais modifier la classe et je vais dire content. Voilà. Donc ça va, le set attribute peut modifier si l'attribut existe déjà, ou sinon il va le créer si l'attribut n'existe pas encore. Là, si je rafraîchis ma page, je vois que mon class content a bien été ajouté. Alors pour bien vous montrer quand même que ça fonctionne, je rafraîchis. Là, je regarde mon DOM. Alors dans l'élément, ce qu'on voit ici, c'est le DOM. C'est pas juste le HTML, c'est vraiment le DOM qui a été construit et qui est affiché sous format HTML. Donc là, on a bien un div id test. Je suis en point d'arrêt sur mon set attribute, et quand je vais passer à la ligne suivante que je vais l'exécuter, là je retrouve bien donc la classe content qui a été associée à ma div. Donc avec cet attribut, on peut modifier ou ajouter n'importe quel attribut. Il faut faire attention quand même, en XML on peut créer les attributs qu'on veut, en HTML il y a quand même une liste d'attributs prédéfinis. Il y a une deuxième solution pour pouvoir modifier ces attributs, c'est tout simplement de faire point le nom de l'attribut. Alors pour le class, c'est le class name. Hop, donc là, de la même façon, si je recharge ma page, hop, je vais enlever mon point d'arrêt. J'ai bien mon content qui a été ajouté. Je pourrais le faire aussi directement avec l'ID. Et là, pour vous montrer, donc bien, on a réussi à modifier l'ID grâce à cette ligne de code. Pour le style, donc tout ce qui est CSS, on peut le modifier aussi en JavaScript. Alors, je le déconseille fortement aussi, on ne devrait plus utiliser d'attribut style dans tous les éléments HTML. Je vous le montre quand même pour savoir qu'on peut le faire, mais je vais vous parler juste après d'une autre solution. Donc, on pourrait faire style, et style c'est un peu particulier parce que derrière il faut rajouter un point. Et par exemple, si on veut dire le color, donc on fait element.style.color, et là on va pouvoir définir une couleur. Donc, par exemple, du FF0000, on va avoir du rouge. Si je mets du texte dans ma balise, on le verra mieux.
Voilà, donc on a bien notre texte qui est affiché en rouge. Alors, pourquoi je vous dis d'éviter d'utiliser ça? Parce que voilà, ça ajoute un attribut style ici avec la couleur. Et on doit éviter au maximum d'utiliser des attributs style directement dans le HTML ou même des balises style, il faut éviter. Ce qui est recommandé pour faire ça, c'est plutôt de faire une classe. Donc, par exemple, je vais faire un nouveau fichier style.css. Je vais rajouter donc un link rel. Je le connais jamais par cœur celui-là. Hop. Donc hop, style.css c'est bon. Et dans mon style.css, je vais mettre une classe, donc par exemple .text red color red. Voilà. Et du coup, pour réussir à modifier la couleur de mon texte, je vais préférer modifier la classe. Donc avec un class name égale text-red. Donc là, de la même façon, si je recharge ma page, ça ne fonctionne pas. J'ai une petite erreur. Find not found. Ah, il n'y a pas de S. Voilà. Donc là, mon texte s'affiche toujours bien en rouge. J'ai une couette en plus. Je ne sais pas d'où elle vient. Ici. Hop. Voilà. Et là, donc, j'ai bien mon texte en rouge qui a été affecté grâce à la classe TextRed. Et j'ai pas de balise style. J'ai réussi à avoir le résultat que je voulais en modification de style sans ajouter de balise style, d'attribut style. Donc une autre méthode pour modifier du contenu, parce que là pour l'instant on fait que modifier des attributs, mais on peut aussi vouloir modifier le contenu d'une balise. Pour modifier ce contenu, on peut utiliser deux méthodes. On va utiliser l'une ou l'autre selon ce qu'on veut faire. La première que je vais vous montrer, c'est si jamais on veut ajouter simplement du texte dans notre élément. On peut faire élément.innerHTML. Donc innerHTML, c'est une propriété qui représente en fait tout le contenu de cet élément. Donc élément.innerHTML, par exemple, on pourrait mettre hello world. Hop, si je rafraîchis ma page, là on a bien notre contenu qui a été modifié, même si à l'origine c'était donc. Alors on peut le voir dans le network. Mon document. Changer préserve log. Mon index, à l'origine, j'avais bien un div id test avec un contenu test, et maintenant j'ai un div id test avec un contenu hello world. Donc j'ai réussi à modifier le contenu. Alors, donc je disais, oui, le inner HTML, on va s'en servir uniquement vraiment pour modifier du contenu en format de texte. Si jamais on veut ajouter d'autres balises à l'intérieur d'une balise déjà existante, on va utiliser autre chose. C'est toute la création de contenu possible en JavaScript. Alors pour créer un nouveau contenu, on peut faire donc un document .create element. Et là, entre parenthèses, entre quotes, on va préciser le type de balise qu'on veut créer. Par exemple, si on veut créer un paragraphe, on peut mettre un P ici. Si on veut faire un span, on met span. Donc ça va nous créer un span. Donc je vais lui donner un nom, par exemple, var span égale. Le span, comme on a vu, on peut lui faire un set attribute. On va lui mettre une classe contente. Et donc, pour ajouter cette balise à l'intérieur, alors je vais lui mettre, hop, tant qu'on y est, un inner HTML aussi, mon hello world. Et donc pour ajouter cette balise à l'intérieur de la balise div id test, on va récupérer donc la balise test et on va faire un element.appendChild span. Alors pourquoi ça? Parce que le inner HTML, ça va avoir tendance à écraser complètement tout le contenu de notre élément, alors que le appendChild va ajouter notre élément à la fin du contenu. Alors je vais vous montrer ça juste après, mais d'abord on va déjà tester ça. Là, si je rafraîchis, donc j'ai ma balise div id test. On a bien gardé le test qui était écrit, et après a été rajouté le span class contente avec hello world. Si je le fais en boucle, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Donc on a vu les boucles ensemble. I égale 0,
i inférieur à 5, i plus plus. Hop. On peut même aller un tout petit peu plus loin en modifiant aussi la classe. La classe, on va la laisser ici. On va faire un span.set attribute id. Donc, content plus i. Hop. Ça, j'ai pas besoin de le faire plusieurs fois, je le fais qu'une seule fois, c'est toujours le même élément. Par contre, modifier l'id et l'ajouter, ça je vais le faire plusieurs fois. Là, si je rafraîchis ma page, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai oublié de mettre un let ici, c'est probablement ça. Et ça ne fonctionne pas parce que c'est le même élément. Alors, vous voyez, il faut faire attention à ça. Quand on crée un élément comme ça, c'est un élément qui va être ajouté dans le DOM. Si on l'ajoute plusieurs fois, en fait, à chaque fois, il va être modifié. C'est le même élément qui est modifié. Il ne sera pas re-rajouté à nouveau. Et si je regarde, en fait, mon content, on a bien le content 4. Donc, c'est le dernier qui a été ajouté et les autres ont été supprimés. Donc, pour pouvoir ajouter un élément en boucle, il faut bien mettre la création de l'élément à l'intérieur de la boucle. Sinon, on va avoir des problèmes à chaque fois. Là, si je rafraîchis ma page, cette fois-ci, j'enlève mon point d'arrêt. Et là, j'ai bien tous mes hello world qui ont été ajoutés. Et j'ai mes contents, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc le create element, ça c'est bon. Append-child, c'est bon aussi. Il y a aussi un moyen pour retirer un élément. Si par exemple, vu qu'on va éviter d'utiliser le inner HTML pour modifier les éléments à l'intérieur, si on a ici un div classe égale content, et qu'on veut pouvoir retirer cet élément avant d'ajouter les autres, eh bien on peut faire cette fois-ci donc var element to remove document. Donc là je vais utiliser un query selector cette fois-ci. Alors dièse test et j'ai dit classe content. Hop. Donc on peut faire un document.remove child en lui passant le element to remove. Hop, je reprends. Je vais mettre un point d'arrêt dans mon code. Ah, j'ai une erreur. Oui, j'ai fait une faute de frappe. Il manque le U, effectivement. Oui, alors il faut faire attention dans ce cas-là aussi, effectivement. Le remove child, en fait, il faut préciser le parent. Donc c'est pour ça que là, je vais préciser element en fait à la place de parent. Et là, si je fais ça, cette fois-ci, on est bon. Je vais remettre juste un point d'arrêt ici pour vous montrer. Ici plutôt. Donc là, quand je charge ma page, on ne voit pas le contenu, on va le voir ici. On a bien donc la classe content qui se trouve ici. Et si je fais continuer passer la ligne suivante, hop, cette classe content, elle a bien été supprimée du DOM. Et on réaffiche tout. Il y a autre chose aussi. Si jamais on ne veut pas nécessairement supprimer, mais remplacer une balise par une autre, on peut faire exactement la même chose avec la fonction replace child. Donc replace child, ça prend deux paramètres, le nouveau et l'ancien. Donc je vais supprimer ma boucle. Hop. Je reprends la création de mon élément ici. Donc replace child, je vais d'abord lui passer donc span et ensuite element to remove. Là quand je recharge ma page, donc hop, la création, ça ne nous intéresse pas. J'ai oublié quelque chose, oui, le i, il n'existe plus vu que je suis plus dans la boucle. Hop. Donc là, j'enlève le point d'arrêt, je passe là. Ici dans Elements, donc j'ai bien un div id test et un div class content. Et quand je passe à la ligne suivante, donc quand j'exécute cette ligne-là, le element.replaceChild, là cette fois-ci, j'ai un div id test et un span class content id content hello world. Donc j'ai bien réussi à remplacer mon élément par un autre élément. Donc voilà. Ça c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour modifier, ajouter ou supprimer du contenu dans une page. Il y a après la navigation. Alors le query selector est assez pratique parce qu'il permet déjà de faire un sélecteur assez complexe pour sélectionner un ou plusieurs éléments particuliers. Mais il se peut aussi que des fois on ait besoin d'un élément et après on ait besoin de son élément enfant. Ou parent ou autre. Pour faire ça,
Hop, je vais reprendre celui-là. Donc je vais essayer en fait de refaire exactement la même chose que ça, mais sans utiliser le query selector. Dans l'idée, en fait, on peut utiliser element.child nodes. Hop, et ça va nous retourner tous les éléments enfants de cet élément-là. Donc je vais faire un console.log, comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Hop. Je vais retirer mon point d'arrêt. Oui, il y a une erreur maintenant vu que l'élément n'existe plus. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse pour l'instant. Voilà ce qui nous a été affiché. Donc l'élément, je vais lui mettre un texte. On verra plus facilement. Hop, je recharge ma page. Voilà. Donc notre élément, il a vu qu'il y avait 3 contenus. Il y a un contenu texte, il y a un contenu div content et il y a un autre contenu texte. Alors ça fait souvent ça parce que tout simplement en fait il y a des espaces. Quand on indente notre code comme ça, on a un espace ici et ça par le DOM c'est considéré comme du texte. Et de la même façon ici après. Donc c'est en fait l'élément du milieu qui va nous intéresser. Vous voyez en même temps avec la console un truc pratique quand on fait de la sélection dans le DOM. Si on met notre souris au-dessus de l'élément, on voit sur la page en elle-même un surlignage en bleu de l'élément en lui-même, qu'est-ce qu'il représente sur la page. Donc ça peut être assez pratique si on cherche le bon sélecteur, de le tester dans la console et de vérifier quel élément on a réussi à récupérer comme ça. Hop, donc je reviens ici, child nodes, donc child nodes. Derrière, donc on peut faire tout simplement 1. Et je vais remettre donc mon var element to remove. Hop. Et mon élément replace child. Et voilà, à nouveau j'ai réussi à remplacer mon élément en le sélectionnant sans utiliser de query selector avec les child nodes. Il y a la même chose pour sélectionner un élément parent avec le parent node. Je vais vous montrer ça directement dans la console, pour le coup ce sera plus simple. Donc j'ai mon element to remove, là je ne l'ai plus, il n'existe plus. Donc element to remove point parent node, et quand je fais ça, j'arrive à récupérer l'élément parent, donc le test. Il y a d'autres fonctions qui existent aussi avec le first child par exemple. Si je reviens ici, hop, ça je vais le mettre en commentaire pour le moment. Donc si je refais un UL avec 3 LI dedans, je vais même en mettre 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop. Donc je recharge ma page. Alors j'avais dit on peut tester directement dans la console. Donc là dans la console, je vais me mettre là, ce sera plus visible. Donc je peux faire un document.getElementById test. Hop, on arrive bien à récupérer le UL. Je vais le mettre dans un var. Oui, petite astuce dans la console, quand vous utilisez des commandes, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles du clavier en utilisant la flèche du haut. Vous récupérez les dernières commandes qui ont été passées. Ça peut être pratique pour pas avoir à tout retaper à chaque fois. Donc var element égale hop. Ici donc j'ai mon element. C'est mon UL test. Et je peux faire donc un element.first element child. Normalement first child tout court, ça devrait suffire, ouais. First child, là ça me retourne le texte vu que j'ai un texte. Je vais supprimer mes espaces comme ça. C'est juste pour l'exemple, hein, mais vaut mieux continuer à indenter votre code. Et j'ai oublié ma fermeture du L. Hop, donc je reprends. Hop. Voilà. Et là, donc avec le first shell, j'ai réussi à récupérer le premier élément de ma liste. Donc le 1. La même chose avec le last child. Hop, je récupère le dernier élément de ma liste. Et après, il y a ce qu'on appelle les siblings. Les siblings, c'est les éléments du même niveau. Donc, c'est pas des parents ni des enfants, c'est au même niveau. Par exemple, si je reprends élément.lastChild, je peux rajouter derrière .previous sibling. Et ça va me récupérer donc l'élément précédent
au même niveau que cet élément-là. Donc là, on récupère bien le 4, donc celui qui est juste avant le dernier élément. De la même façon, si on fait un first child, on peut aussi dire next sibling. Et du coup, on récupère donc l'élément 2, l'élément qui est le suivant. J'ai fait à peu près le tour. Un petit bonus encore aujourd'hui, c'est que ça peut être assez lourd à force en fait de créer des éléments comme ça. Si on a besoin de créer un div dans un span, dans un autre div qui fait un content avec voilà, plein de trucs, on va se retrouver avec 100 lignes de code pour au final faire 3 balises. Il y a une autre méthode qui existe qui est assez pratique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le backtick. Backtick en fait c'est l'accent grave. Vous avez déjà dû voir quand on fait des quotes, on peut utiliser, enfin des quotes, des chaînes de caractères, on peut utiliser les doubles quotes, donc ce qu'on appelle les guillemets en français, mais on peut aussi utiliser les simples quotes, c'est les apostrophes. Il y a une toute petite nuance entre les deux, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le truc c'est qu'on peut donc aussi utiliser les backticks. Donc le backtick c'est l'accent grave, ça se fait avec Alt-Grad touche 7 sur un clavier Windows, et ça s'affiche pas tout de suite, il faut appuyer sur la touche espace pour que ça s'affiche. Et là, donc, on a des backticks. La différence avec des backticks, c'est qu'on peut faire de l'interpolation de variables. Et l'interpolation de variables, c'est quoi ? Eh bien, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, par exemple, si je fais un var n égale 5, ou non, plutôt faire un var prénom égale Aurélien. Normalement, je vous avais montré, on peut faire donc de la concaténation. Si on veut dire bonjour Aurélien, par exemple, on peut faire bonjour plus prénom. Avec les backticks, ça va être assez pratique parce qu'en fait, on peut faire un console.log avec les backticks, où là, je vais utiliser donc bonjour, espace, et là, je mets $accolade, et à l'intérieur de l'accolade, je vais mettre prénom, et ça va faire exactement la même chose que la ligne du dessus. Sauf que j'ai pas été obligé de concaténer avec des plus, et c'est ce qu'on appelle en fait l'interpolation de variables. Et là, donc, quand je vais rafraîchir ma page, j'ai bien 2 fois bonjour Aurélien qui s'affiche. Ça peut être assez pratique pour réussir à créer du contenu HTML en JavaScript, parce qu'on va l'utiliser donc comme ça. Si on veut faire un contenu assez complexe, par exemple un div class égale card. Hop. Le truc aussi, oui, c'est qu'avec les quotes simples, on ne peut pas passer à la ligne. Si je reprends exactement la même chose. Hop. On est embêté en plus avec les doubles quotes, il faut mettre des anti-slash pour les attributs. Et si on passe à la ligne pour mettre le slash div, et ben ça fonctionne pas. Il nous dit qu'il y a un problème, qu'on a oublié quelque chose. Avec le backtick, on peut le faire, on peut réussir à passer la ligne comme ça. Et du coup, on peut mettre notre slash div ici. Et mettre notre contenu à l'intérieur avec un div class égale card-header. Titre. Ensuite, un div class égale card-body. Contenu. Là, je vais réutiliser ça par exemple. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire un var content égal. Hop, je vais faire un document.get élément by id. Donc je vais reprendre mon index. Hop. Ici, je vais faire un div id égale test slash div. Tant que j'y suis, je vais mettre Bootstrap sur mon site. Donc je récupère le CDN. Bootstrap CDN. Hop. Hop. Voilà. Donc Bootstrap, c'est une librairie CSS qui propose déjà un ensemble de classes et de mise en forme qui sont assez pratiques. Là, c'est pour vous montrer un peu. Hop, donc card body, voilà. Document.getElementById test. .append child. Alors oui, on n'est pas obligé de le mettre dans une variable, hein. C'est un peu comme j'avais montré hier. On peut le mettre dans une variable et faire les choses à la suite. Mais si on n'a qu'une seule chose à faire, autant le faire directement en enchaînant.
Et donc on va faire un AppOnChild content. J'ai un doute sur le fait que ça fonctionne parce que le AppOnChild doit attendre un élément HTML. Voilà. Donc on peut pas passer directement ça en AppOnChild. Il faudrait le faire en inner HTML. Je vais faire comme ça. Donc c'est pas génial, mais bon. HTML égale content. À ce moment-là, je peux même le mettre directement. Ça m'évitera de créer une variable qui sert à rien. Hop, je vais juste garder mon prénom. Et donc là, quand je rafraîchis ma page, donc j'ai une carte avec le titre et le contenu qui s'affiche. Hop, on retrouve bien donc l'arborescence que j'ai voulu créer ici. Je pourrais même mettre ici en plus un red, je vais mettre une couleur un peu moins flashy. Ça devrait le faire. Hop, red. Je vais rajouter aussi dans la carte un col 4. Hop. Zut, c'est pas color que je voulais faire, c'était background color. Le col 4, c'est pas comme ça qu'il faut le faire non plus. Il faut l'englober autour, donc div class égale col-4. Hop, je peux même indenter mon code. Donc, hop, et hop, comme ça j'arrive à me retrouver comme si c'était du HTML. Et là je recharge ma page et le background couleur ne veut pas fonctionner. Pourquoi Inspecter, carte red. Ah, il est surchargé. Alors ça, il faut faire attention aussi quand on utilise plusieurs CSS. Le dernier CSS, c'est celui qui va prendre la main. Donc si je mets un background color dans mon style.css et qu'il y a aussi un background color dans le deuxième, le deuxième va venir surcharger le premier. Donc quand on utilise des choses comme Bootstrap, il vaut mieux les mettre en premier et ensuite mettre notre balise de style personnalisée. Et là, quand on recharge, on a bien le fond qui s'affiche en rouge. On peut le regarder ici, donc quand on clique sur l'élément au niveau du DOM, on voit ici l'ensemble des classes, donc on voit celle qui vient de Bootstrap, donc c'est le 4.css, il y a un background color qui est défini ici, et il est barré parce qu'en fait il est surchargé par la classe red que j'ai mis dans mon style.css. Et donc là j'ai réussi à créer une carte avec un titre, avec un contenu dynamique, juste grâce à quelques lignes de JavaScript, comme ça. J'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors j'en ai vu tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était en direct par rapport au live. Alors on a parlé du défaire, je vais revenir un petit peu là-dessus. Il y a effectivement les attributs défaire et A5 qui peuvent être utilisés sur des scripts JavaScript. Le défaire, je le recommande pas. Je sais même plus ce qu'il fait exactement, mais je sais que c'est plus une très bonne pratique. Oui, le défaire, en fait, je reviens là-dessus. En fait, tout ce qui est dans le head, c'est les en-têtes du document, c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement apparaître à l'écran, mais qui ont de l'importance parce qu'elles vont ajouter des informations sur le document. Quand on utilise une balise script, donc par exemple, je reprends mon script, je vais reprendre celui-là, script.js, et qu'on rajoute un défaire, en fait, le défaire va, de base, quand on ne l'utilise pas, le head est bloquant, c'est-à-dire que tant que le head n'a pas fini d'être chargé, on ne va pas pouvoir commencer à charger le body. Avec le défaire, on va dire, on va pas attendre, et du coup, le body peut commencer à être chargé en même temps que le script est chargé. C'est problématique dans le sens où on ne sait pas lequel des deux va finir en premier. Ça peut être le script ou ça peut être le body. Donc on n'est pas vraiment conscient de quand est-ce que le script va s'exécuter, est-ce qu'on va bien réussir à récupérer notre élément dans le DOM, est-ce qu'il existe déjà ou pas. Et donc je ne recommande pas de l'utiliser. On a aussi le A5. Alors le A5, c'est à peu près la même chose, mais il y a une petite nuance entre les deux que j'arrive jamais à retenir. Ah non, pardon, donc ce que je viens de dire c'est le A5. Donc le A5 va dire on n'attend pas la fin du chargement du script pour commencer le body. Donc le body va commencer à se charger en même temps que le script et on ne sait pas lequel des deux va finir en premier. Par contre le défaire, lui, fait la même chose, mais il va commencer l'exécution du script après que le DOM ait été chargé.
Je préfère quand même mettre ça après, à la fin du body, parce qu'il y a une grosse différence en termes de référencement. Le référencement, il y a il y a une notion qui est très utilisée pour le référencement qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est le temps d'affichage de la page. Et le temps d'affichage de la page va avoir une très grosse importance sur la façon dont votre site est référencé. Google part du principe que si une page met plus d'une seconde à s'afficher, c'est qu'elle est lente. Donc il faut nécessairement que votre page mette moins d'une seconde à s'afficher. Et quand vous mettez des éléments dans le head, qu'ils soient bloquants ou qu'il y ait un défer pour qu'ils soient exécutés après, ils sont quand même chargés avant ou pendant le body. Et du coup, ils vont ralentir le chargement de la page et ils vont aussi ralentir le temps d'affichage de la page. Et si on ralentit le temps d'affichage de la page, on va être nécessairement moins bien référencé dans les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça, je préfère toujours dire le script. Si le script est important qu'il soit exécuté avant le chargement de la page, ça peut arriver dans certains cas, on va le placer dans le head pour que ce soit bloquant et qu'il soit bien chargé avant. Par contre, pour tous les autres scripts, mettez-les à la fin du body, et comme ça, ils seront vraiment chargés après le body, et donc après l'affichage de la page, et vous allez gagner en performance. Le temps de chargement, alors il prend en compte le chargement des scripts, mais même si ça se fait en parallèle, le fait que ce soit fait en parallèle, vous allez demander plus de ressources, plus de performance à la fois au serveur que vous interrogez et aussi à votre machine qui a le navigateur. Et donc si on demande plus de performance, indirectement, il va répartir la performance entre les différentes tâches qu'il doit réaliser. C'est le concept des processeurs aujourd'hui. En fait, les processeurs sont des processeurs non préemptifs. Le non préemptif, c'est tout simplement parce que un processeur n'est capable d'exécuter qu'une seule tâche à la fois. Pour autant, quand on est sur un ordinateur, on peut vouloir faire tourner plusieurs choses en même temps. Là, j'ai mon Visual Studio Code qui tourne, j'ai en même temps Chrome qui tourne, j'ai une autre chose qui me fait le streaming en direct du live. Mais mon processeur ne gère qu'une seule de ces tâches à la fois. Le mode non préemptif, en fait, c'est qu'il va prendre une tâche, il va l'exécuter un petit peu, puis il va passer à la tâche suivante, l'exécuter un petit peu, passer à la tâche suivante, l'exécuter un petit peu, etc. Et il va boucler comme ça sur l'ensemble des tâches qui lui sont assignées. Et donc potentiellement, si on a plus de tâches qui s'exécutent en même temps, chaque tâche va avoir un peu moins de temps qui lui est imparti pour son exécution. Et donc le chargement d'un script en même temps que le chargement du body va ralentir le chargement de la page. Et donc c'est aussi pour ça que maintenant on trouve beaucoup des processeurs qu'on appelle des processeurs multicœurs. Alors il y a du multicœur virtuel et du multicœur réel. Le multicœur fait que si on a un processeur 4 cœurs, en fait c'est comme si c'était 4 processeurs séparés. Donc en fait chaque processeur est capable d'exécuter une tâche, donc votre ordinateur est capable d'exécuter 4 tâches en même temps en mode non préemptif. Donc potentiellement il va être beaucoup plus rapide. S'il y a beaucoup de tâches en même temps. Pour autant, c'est pour ça aussi, il y a des fois des personnes qui disent j'ai un processeur multicœur et tout, mais quand je fais un gros truc, ça rame quand même. Oui, parce qu'une grosse tâche, à moins que l'application qu'il a fait ait été prévue pour être multithreadée et du coup qu'elle puisse être exécutée sur plusieurs processeurs en même temps, en fait, cette grosse tâche va être exécutée sur un seul processeur. Et du coup, vous utilisez qu'un quart de votre capacité de l'ordinateur, et vu que c'est une tâche qui demande beaucoup, elle va faire ramer votre ordinateur sans que pour autant le processeur soit surchargé. Donc pour le défaire, j'ai répondu. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Merci pour tes vidéos, le lien Discord que ton site envoie sur l'invite. Oui, je vais regarder ça. Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport au live. Si c'est clair pour vous, on va en rester là pour aujourd'hui. Petit rappel comme d'habitude, alors a priori le lien Discord ne fonctionne plus, je vais voir pour le mettre à jour, mais il faut que je vous vois parce que j'ai l'impression qu'il change tout seul régulièrement. Alors je reprends mon petit slide. Il y a un lien permanent normalement que tu peux configurer sur Discord. D'accord, je verrai ça. Merci. Je suis pas un expert en Discord, mais ça va venir. Hop, donc je reprends ma slide. Elle est ici.
Donc pour rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur Training Dev, donc il y a toujours le Discord, je vais corriger le lien. Il y a la chaîne YouTube, je crois qu'il y a une vingtaine de followers maintenant. Il faut qu'on arrive à atteindre 100 followers pour que je puisse mettre un lien personnalisé. Et le Discord, donc on a 7-8 personnes maintenant qui sont dessus. Je vais modifier le lien, faut pas hésiter à venir. On discute de technologie, on discute de beaucoup de choses. On peut aussi discuter des lives que je fais et des cours. Twitter, j'annonce les événements. Et la chaîne Twitch, c'est là où vous êtes pour les lives. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et on se revoit demain pour le prochain live.